Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Regard Croisé. Un plaisir d'être avec vous durant le repos bien mérité de Myri Maman. Sans plus tarder, voici le sommaire. C'est le sujet brûlant du moment aux États-Unis. ICE, le service américain de l'immigration et des douanes, est au cœur des débats. Chaque arrestation, ou presque, fait l'objet de manifestations. Un homme a été tué par un agent de la police de l'immigration, Alex Pretty. Que se passe-t-il aux États-Unis? Les méthodes de la police américaine sont-elles applicables en Europe? Quid de la France, alors que l'Hexagone n'a jamais accueilli autant d'étrangers? Élément de réponse dans cette édition. Les mineurs de moins de 15 ans, bientôt bannis des réseaux sociaux en France. L'Assemblée nationale a adopté un texte dans ce sens. La France n'est pas le seul pays à prendre ce genre d'initiative. D'autres pourraient suivre le pas. L'Espagne, la Roumanie, la Norvège ou la Chine. L'Australie, elle, a déjà instauré l'une des mesures les plus strictes au monde. Les réseaux sociaux au cœur de notre grand angle cette semaine. Enfin, notre clin d'œil aujourd'hui dédié à l'équipe israélienne de bobsleigh, comme un air de Rasta Rocket à Milan. C'est la première fois que l'équipe israélienne se qualifie pour les Jeux Olympiques d'hiver. Nous serons en ligne avec le capitaine et pilote de l'équipe israélienne olympique de bobsleigh. Rendez-vous à la fin de cette édition. Et voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Place tout de suite à l'image de la semaine. Et l'image de la semaine nous emmène aux États-Unis. Depuis plusieurs semaines, les agents fédéraux sont confrontés à d'importantes manifestations. Je propose tout de suite d'aller rejoindre dans la salle de rédaction Déborah Benayoun. Bonsoir Déborah. Un homme, Alex Pretty, a donc été tué par un agent de la police de l'immigration aux États-Unis. Rappelez-nous ce qui s'est passé. Bonsoir Christopher. Clairement, oui, on peut dire que la tension est montée d'un cran aux États-Unis et en particulier dans le Minnesota après la mort d'Alex Pretty, cet infirmier de 37 ans qui n'avait pas de casier judiciaire et qui a été abattu par des agents fédéraux de la police de l'immigration. C'était le 24 janvier dernier. Il participait à une manifestation contre une opération fédérale d'expulsion massive lorsqu'il s'est retrouvé au cœur d'une altercation avec des agents donc, du service des douanes et de la protection des frontières. On va vous montrer un extrait. Attention, les images sont violentes. That is police brutality! They are hitting that observer! They are kicking them in the face! Caleb! Stop fucking hitting them! What the fuck? What in the fuck? What is wrong with you? They have shot a legal observer! Vous l'avez vu, c'est une altercation violente. Les personnes autour sont très choquées. Et donc, dans la vidéo, on voit que les agents le plaquent au sol, lui retirent son arme pour laquelle il avait un permis valide et le frappent. Et puis ensuite, 2 agents font feu autour de lui. On précise que 2 versions s'opposent dans ce dossier. Du côté des autorités, le département de la sécurité intérieure a initialement affirmé qu'il s'agissait, je cite, de tirs défensifs. La raison, c'est qu'Alex Pretty aurait brandi une arme. Et puis vous avez vu donc cette deuxième version, c'est la vidéo de ces témoins. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête pour violation des droits civiques le 30 janvier. Et puis il y a eu une réaction également du président américain Donald Trump il y a 2 jours qui a qualifié Alex Pretty, je cite, d'agitateur et peut-être d'insurgé. Tout cela à cause d'une autre vidéo qui a été publiée qui montre Alex Pretty en train de se rebeller lors d'une interpellation par des policiers. C'était 11 jours avant sa mort. Oui, on voit ces images d'Alex Pretty. Alors, ce n'est pas la première fois que ce type d'incident se produit à Minneapolis, Déborah. Eh bien non, quelques semaines avant, le 7 janvier dernier, c'est Renée Nicole Good qui avait été tuée également à Minneapolis, mère de 3 enfants, elle aussi âgée de 37 ans. Elle a aussi été abattue par un agent de l'ICE, de l'ICE, donc lors d'une opération anti-immigration. Elle se trouvait apparemment au volant de sa voiture au moment des tirs et elle était juste pas très loin de chez elle puisqu'elle se trouvait à quelques mètres de chez elle où elle comptait déposer son plus jeune enfant à l'école et c'est là qu'elle a croisé la route des agents de l'ICE. Selon les autorités municipales, elle agissait comme, je cite, observatrice légale pour documenter les arrestations de l'ICE et protéger ses voisins, c'est-à-dire qu'elle filmait tout simplement les actions de l'ICE. Là aussi, 2 versions qui s'opposent. La version fédérale, l'administration Trump et la secrétaire à la sécurité intérieure l'ont qualifiée, je cite, de terroriste intérieur. Ils affirment qu'elle a tenté de percuter délibérément l'agent avec son véhicule pour le tuer. Le ministère affirme qu'un agent de l'ICE, craignant pour sa vie et pour celle de ses collègues, mais aussi pour la sécurité
du public a donc tiré des coups de feu en état de légitime défense. Mais il y a là aussi des vidéos de témoins et des analyses indépendantes qui, elles, estiment que René Good effectuait une manœuvre pour s'éloigner des agents. Le drame a en tout cas secoué tout le pays. Vous l'avez dit, il y a depuis plusieurs jours des manifestations, notamment à Minneapolis, mais aussi dans plusieurs autres grandes villes. Suite à la mort, dans les mêmes circonstances, d'Alex Pretty, eh bien, la contestation contre la police de l'immigration s'est donc étendue dans tout le pays, et ce, malgré le froid polaire qui sévit actuellement aux États-Unis. Merci beaucoup, Déborah Benayoun, depuis la salle de rédaction. Pour aller plus loin sur ce dossier de l'immigration et des arrestations opérées par les agents de l'ICE, nous sommes en ligne avec Nicolas Pouvremonti, directeur général de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie en France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Romuald Siora, essayiste et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Bonsoir à vous également. Peut-être d'abord à chacun d'entre vous, votre réaction à ces événements dramatiques, la mort d'Alex Pretty. Nicolas. Écoutez, évidemment, comme tout un chacun, les images qui nous parlent des États-Unis sont quand même très, très tristes et très accablantes quant aux techniques du maintien de l'ordre. Ça renvoie à une situation spécifiquement américaine. On sait que les États-Unis sont un pays violent où la police fait souvent usage de ses armes à feu, notamment parce qu'il y a une probabilité beaucoup plus forte qu'en France que les personnes qu'ils arrêtent soient elles aussi en possession d'armes à feu. Donc c'est évidemment dramatique. Je pense que derrière cet événement dramatique, il y a évidemment toute la question plus structurelle et plus authentiquement politique de l'immigration illégale aux États-Unis. Et c'est vrai que le nombre d'entrées illégales sur le sol américain pendant le mandat de Biden est estimé à environ 5-6 millions sur la durée du mandat, 5-6 millions de personnes qui sont arrivées sur le territoire américain. Donald Trump a fait campagne largement sur cette thématique de l'immigration en promettant de mettre fin à ce qui s'apparentait quand même à une situation de frontières ouvertes par certains aspects, parce que l'administration Biden avait mis en place des procédures où il suffisait de déposer sa demande d'asile à la frontière. On était libéré sur parole en attendant, avec une convocation devant un tribunal de l'asile beaucoup plus tardive. Donc en vérité, on était sur le sol américain. Et au-delà de la question du maintien de l'ordre et de ces images évidemment terribles, je pense que la question de l'immigration va bien au-delà dans ses implications de ces questions très, très ponctuelles, très dramatiques. En vérité, la situation migratoire aujourd'hui aux États-Unis, elle a des implications sur le niveau des salaires, sur la sécurité dans certains endroits. Et le fait que le Parti démocrate ne s'en soit pas saisi, ou plutôt ait pris le parti d'être le camp des frontières ouvertes par beaucoup d'aspects, ça a pu laisser la place à un discours tel que celui de Donald Trump, qui est évidemment parfois assez caricatural sur ces questions. Romuald, comment on peut, si on le peut, expliquer ces deux drames en moins d'un mois aux États-Unis sur cette question migratoire ? Écoutez, il y a des choses assez justes qui viennent d'être dites par votre invité, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Mais là, cela dépasse le cadre de la lutte contre l'immigration. Faisons un petit peu de généalogie. ICE, c'est une police qui a été créée dans les années 2000 sous l'administration George W. Bush pour lutter contre l'immigration illégale, mais aussi pour démanteler de potentielles poches terroristes au sein de l'immigration donc illégale. Bref, pendant une vingtaine d'années, ICE a été une police de l'immigration comme on peut en trouver dans d'autres pays. Il s'agissait alors d'une police recrutant des personnes de bonne volonté. La plupart des agents étaient des personnes tout à fait estimables, dont on partageait ou non les objectifs politiques, mais qui de toute bonne foi souhaitaient œuvrer pour le bien-être de leur pays. Les choses ont radicalement changé et c'est pourquoi je dis qu'il faut peut-être un peu différencier le débat entre la politique anti-immigration illégale de Trump et ce qui se passe aujourd'hui avec ICE. Les choses ont changé en 2025 lorsque Trump est arrivé au pouvoir. Des milliers d'agents de cette police, je le répète, des gens estimables, ont été renvoyés chez eux et remplacés par des jeunes MAGA, bien souvent certains fanatisés, il faut bien le dire, très peu formés, ayant quitté l'école bientôt pour beaucoup d'entre eux, avec des casiers judiciaires qui bien souvent ont été effacés. Bref, donc c'est ce qui a fait aujourd'hui de ICE, avec ces milliers de nouvelles recrues, cette police qui peut s'apparenter un petit peu à une police présidentielle et qui semble être à la botte du gouvernement. Donc bref, ne mélangeons pas, je ne dis pas que votre invité a tout mélangé, mais je parle en général, ne mélangeons pas tout en ce qui concerne l'immigration illégale où un autre débat peut avoir lieu et les exactions de ICE. ICE n'est plus la police qui luttait convenablement
avec respect contre une immigration que l'on a le droit de juger illégale trop importante, mais il s'agit aujourd'hui d'une police qui s'apparente plus à une milice politique qui, au-delà de la lutte contre l'immigration, a aussi pour objectif d'asseoir, il faut quand même bien le dire, cette présidence dont l'un des objectifs au plan national est de mettre en place un régime semi-autoritaire. Alors on va revenir tous les trois sur la politique migratoire de Donald Trump aux États-Unis. Mais d'abord, peut-être Romuald, une dernière question sur ce sujet. Est-ce que ce nouveau drame peut être un tournant dans cette vague d'arrestations, dans ces violences parfois opérées par certains agents de cette police américaine ? Alors, il faut quand même nuancer les choses. Oui, c'est un tournant, et on a vu d'ailleurs la Maison-Blanche mettre un petit peu les choses en bémol. Il y a une forme de petit recul de la part de la Maison-Blanche. Néanmoins, ce n'est pas un tournant au sens où cela pourrait générer aux États-Unis des manifestations de très très grande importance. Les Américains ne sont pas des révoltés. Ce n'est pas un pays qui a connu des révolutions. La révolution de 1776 pour l'indépendance, c'était une révolution bourgeoise, des élites pour un problème de taxation et de représentation au Parlement de Londres. On n'a jamais eu de grands mouvements sociaux à travers l'histoire des États-Unis, si ce n'est des mouvements pour les droits civiques, Black Lives Matter, mais c'était orchestré au bon sens du terme par des NGO ou des lobbies tout à fait respectables, mais ce n'était pas des soulèvements populaires. Donc bref, ne nous attendons pas à un soulèvement de masse. Et surtout, n'oublions pas qu'à l'heure qu'il est, je crois que 70% des Américains dénoncent les exactions de ICE, comme d'ailleurs la plupart des républicains, modérés ou même MAGA, mais par contre, une majorité d'Américains soutient la politique anti-immigration de Donald Trump. Donc, un tournant quant peut-être aux exactions de ICE, mais pas quant à la politique immigratoire de l'actuelle administration. Restez avec nous, messieurs, on va justement s'intéresser à cette politique migratoire aux États-Unis. C'est l'œil de l'expert. Notre expert ce soir, maître Michael Wilds, avocat en droit de l'immigration et associé gérant Wilds & Weinberg. Bonsoir, merci d'être avec nous. Peut-être commencer avec 2 chiffres pour tenter de comprendre la politique migratoire de l'administration Trump. 1 million d'expulsions, un chiffre à comparer avec les 270 000 personnes expulsées en 2024 avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, qui était déjà le plus élevé de la dernière décennie. Votre analyse sur ces 2 chiffres? Il y a des sommes d'argent et des efforts sans précédent pour expulser des personnes des États-Unis. Ça représente environ 29 milliards de dollars par an. C'est un mandat illimité et sans contrôle qui permettrait à ICE de changer unilatéralement ses procédures d'application de la loi et de détention. Mais en gros, ils aimeraient expulser environ 1 million de personnes par an. Ce qui est loin d'être suffisant parce qu'il y a environ 30 millions de personnes ici. Il y a quelques années, c'était 10 ou 15. Et environ 70% qu'ils détiennent ne sont pas des criminels. Donc, ils ont donc fait campagne en promettant qu'ils allaient poursuivre, arrêter, expulser des criminels dangereux. Mais je pense que lorsqu'ils ont commencé à examiner les filets dans lesquels ils attrapaient les gens, ils se sont rendus compte qu'ils n'attrapaient pas tant de mauvaises personnes que ça. Il n'y en avait pas autant et ils attrapent beaucoup de personnes bonnes qui sont rentrées avec un visa et qui ont peut-être dépassé la durée de leur séjour autorisé, mais c'est pas un crime. Si vous entrez illégalement, c'est un crime. Mais si vous rentrez avec un visa et que vous dépassez la durée de séjour, c'est un délit civil. C'est un message et une tactique qui sont très agressifs et dangereux. Alors, peut-être une question sur le profil de ceux qui sont expulsés aux États-Unis. On sait qu'en France, la plupart de l'immigration se fait depuis le Maghreb. On imagine qu'aux États-Unis, ce sont surtout des pays latino-américains. Quel est leur profil? Des hommes, des femmes, des travailleurs, des jeunes? Si ça peut vous donner une indication, nous voyons des personnes de tous horizons, des personnes qui travaillent dans l'espace public, des personnes qui font des lits dans des hôtels et qui cueillent des myrtilles en Géorgie. C'est sans précédent parce qu'ils s'en prennent à des gens de tous les horizons. Ils sont aussi paresseux d'ailleurs entre vous et moi lorsque les avocats se présentent dans les bâtiments fédéraux et il y a un certain nombre de personnes qui se présentent et il leur est facile de repérer les gens. Je peux vous dire d'après ma propre expérience, parce que je suis aussi maire d'une ville
New Jersey, ils frappent aux portes et rentrent chez les gens de manière sélective. Et dans un des cas, dans ma communauté, ils ont frappé à la porte et ils ont dit qu'ils étaient de la police. Et quand la femme a demandé ce qu'ils voulaient, ils ont répondu qu'ils avaient des cadeaux pour ses enfants. Et quand elle a ouvert la porte, ce qui était stupide, ils sont entrés et ont arrêté le mari. La femme et ses 5 enfants sont ensuite allés dans une banque alimentaire parce qu'ils avaient faim. Ces tactiques sont très discutables. Ils se couvrent le visage avec des masques, ils n'ont pas de caméra comme les autorités policières en ont normalement, ils ne gèrent pas ça correctement en tant que... c'est affreux de voir comment les enfants voient comment ça se passe, c'est terrible. Alors en France, certains affirment vouloir, ils sont assez rares, hein, mais que les autorités françaises aient la même politique que le président Trump sur cette question migratoire. Est-ce que vous pensez que Paris doit prendre en quelque sorte exemple sur Washington ? On voit beaucoup de résistance et de changements, pas seulement dans l'application de la loi, mais aussi dans tout ce qui touche l'antisémitisme et au refuge sûr qu'a été l'Amérique. Il faut faire très attention à ne pas vouloir reproduire les erreurs des États-Unis, parce que non seulement cela permettrait de se débarrasser des mauvaises personnes, mais cela pourrait avoir un effet négatif incommensurable sur l'économie et sur le type de décision judiciaire que nous voyons avec tout l'antisémitisme dans le monde et avec les gens qui ne veulent pas aller en Israël et qui veulent émigrer aux États-Unis. La vraie question, c'est de savoir s'ils vont changer la nature et le contour de leur poursuite judiciaire et si c'est le bon message à faire passer. Oui, les personnes qui restent après l'expiration de leur visa doivent être expulsées, mais il faut aussi faire preuve d'une certaine compassion. Si les personnes ont des enfants ou si elles estiment qu'elles courent un danger, si elles rentrent dans son pays, tous ceux qui restent après l'expiration de leur visa ne sont pas des criminels. Merci beaucoup, Maître Michael Wilds, avocat en droit de l'immigration et associé gérant Wilds & Weinberg. Je vais à nouveau me tourner vers vous, Nicolas Pouvremonti, directeur général, je rappelle, de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Romuald Siora, essayiste, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Merci déjà d'être resté avec nous. Peut-être, Nicolas, comment vous analysez depuis la France ce durcissement de la politique migratoire américaine ? Mais en vérité, je dirais que la centralité que la question de l'immigration a prise dans le débat politique américain, elle reflète une centralité qu'on voit aussi en Europe. C'est aujourd'hui la grande question sur laquelle se reconfigurent les paysages politiques en Europe et aux États-Unis, avec des points d'interrogation communs, des points d'inquiétude communs des deux côtés de l'Atlantique, sur les enjeux de sécurité, sur les questions d'impact de l'immigration sur les salaires, et notamment les salaires des ouvriers natifs les moins qualifiés, puisqu'on sait qu'une large part de la main-d'œuvre immigrée illégale aux États-Unis travaille sur des emplois peu qualifiés et peu rémunérés. Il y a évidemment des enjeux aussi très différents d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. On sait que la nature, notamment géographique, de l'immigration reçue en Europe et en France est très différente de celle reçue aux États-Unis. Et la France, même d'ailleurs, est singulière en Europe. C'est-à-dire que nous avons de loin l'immigration la plus africaine du continent européen, 3 fois la moyenne de l'Union européenne pour ce qui est de la part des immigrés africains dans la population générale. Après, je dirais que la question qui a été soulevée avec votre expert depuis les États-Unis, qui est de savoir si demain une politique de lutte contre l'immigration clandestine en France pourrait s'inspirer d'une façon ou de l'autre de ce qui se passe aux États-Unis, dans une certaine mesure, mais certainement pas dans la mesure la plus clivante et la plus violente. Pourquoi ? Parce qu'on y revient, les doctrines de maintien de l'ordre n'ont rien à voir d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. En revanche, demain, pouvoir envisager, par exemple, que notre police aux frontières, qui est en charge de la lutte contre l'immigration irrégulière, puisse agir sur tout le territoire, ce que faisait ICE avant même Donald Trump et avant même les excès dont on parle, ce serait bienvenu. Aujourd'hui, la police aux frontières, par exemple, elle ne peut pas lutter contre l'immigration clandestine en Île-de-France, alors même que c'est en Île-de-France que se concentre une large part de l'immigration clandestine. Donc évidemment, les débats qui ont lieu aujourd'hui à Washington trouvent des échos à Paris et plus largement en Europe. Et on va en revenir un peu plus longuement tout à l'heure. Avant cela, Romuald, peut-être cette question, on a beaucoup dit que les États-Unis étaient une terre d'immigration. Il y a eu les Britanniques, il y a eu les Italiens, il y a eu les Polonais. On parle de l'American Dream, on a longtemps en tout cas parlé de l'American Dream. Est-ce que ce rêve américain est mort aujourd'hui ?
Et je suis américain, je vis aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois que l'on voit ce genre de choses. Il y a eu des restrictions beaucoup plus sévères dans les années 1920, qui n'ont été levées que par l'administration démocrate Lyndon Johnson dans les années 60. Donc c'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre d'épisode. À l'heure qu'il est, il y a, dû à un problème lié aussi à l'intégration et à une immigration illégale qui n'a pas été régulée comme il aurait peut-être fallu la réguler, il y a, oui, un sentiment de rejet de l'étranger aux États-Unis, mais pas simplement à l'encontre des populations latino-américaines. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que disait le maire de la petite ville du New Jersey. Ce qui est vrai et que l'on n'a pas assez à l'esprit en France lorsque l'on parle de l'immigration illégale aux États-Unis. En France, vous m'arrêterez, votre autre invité m'arrêtera si je me trompe, mais lorsque l'on parle d'immigration illégale, on parle de personnes qui sont entrées le plus souvent illégalement sur le territoire, sans papier, qui ne sont pas intégrées dans la société. Aux États-Unis, vous avez deux types d'immigration illégale. Vous avez donc des personnes entrées illégalement qui ne sont pas insérées par la force des choses dans la société états-unienne. Et puis, vous avez des personnes qui sont là depuis 30, 40 ans, et ce sont des millions de personnes. Je vais prendre comme exemple mon barbier, qui est un réfugié syrien qui est aux États-Unis depuis plus d'une trentaine d'années, qui était rentré légalement, qui est resté après que son visa ait expiré, qui a acheté sa petite boutique, qui paye donc des taxes, qui emploie des gens, qui est propriétaire de sa maison, qui paye donc des taxes locales, qui est marié à une américaine et qui a des enfants qui sont américains. Cette personne est considérée comme, et on regarde la loi, oui, comme un immigré illégal. Et c'est bien souvent aussi ce genre de personnes qui sont les cibles de ICE. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile d'aller arrêter un paisible et honnête commerçant qui est illégal dû à un problème administratif et certes au fait qu'il est resté après l'expiration de son visa, que des personnes qui parfois peuvent disparaître aux quatre coins du pays. Donc il faut quand même avoir conscience de cela. Il y a vraiment deux immigrations illégales aujourd'hui aux États-Unis. Et alors, on va s'intéresser à présent à l'immigration en Europe et en France. C'est notre prise de vue de la semaine. Reste avec nous, messieurs. Alors Nicolas, je vais peut-être d'abord me tourner vers vous en termes de chiffres, peut-être dans un premier temps. Est-ce qu'on peut comparer la migration en Europe à celle des États-Unis ? On a vu déjà avec Romuald que le profil des immigrés n'était pas les mêmes. Bien sûr, alors il y a une vraie différence de nature, ça c'est très vrai, entre les immigrations, notamment clandestines, reçues en France et aux États-Unis. L'immigration clandestine aux États-Unis, notamment du fait de l'absence d'un État-providence aussi large dans les prestations qu'il offre que ce qu'il peut exister en France, est une immigration qui est largement au travail. On sait qu'en France, à l'inverse, les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, par exemple l'AME, qui sont aujourd'hui 450 000 et qui sont donc les clandestins, parce que l'AME est réservée aux clandestins, ont un niveau de revenu qui ne dépasse pas 850 € par mois. Ça, donc en fait, ce sont des profils inactifs. Ensuite, sur le plan de la quantité, il est certain que l'Europe vient de connaître une décennie de tous les records en matière d'immigration. On a sur le continent européen au sens large certains pays dont la part de population née à l'étranger est supérieure à celle des États-Unis, alors que les États-Unis sont historiquement un grand pays d'immigration. C'est le cas par exemple en Angleterre. La part des habitants en Angleterre qui sont des immigrés est plus élevée encore qu'aux États-Unis. On a eu en Europe, aux États-Unis aussi, mais un petit peu moins, une très forte poussée, notamment des flux d'asile. En l'espace de 10 ans, 2014-2024, l'Union européenne a reçu sur son sol 8 millions de demandeurs d'asile. Vous voyez, c'est un peu comme si l'UE avait admis un nouvel État membre qui serait le 15e par la taille de sa population. Cette question de l'asile se pose aussi aux États-Unis et elle s'est posée notamment plus ces dernières années. Mais c'est vrai qu'en Europe, c'est sur ce flux-là que se sont concentrés les débats. Et par ailleurs, pour aussi rebondir sur ce que disait votre invité quant au profil d'immigration que ICE arrête versus ceux que la police aux frontières arrête, par exemple, ou ceux que notre police arrête, c'est vrai qu'en France, comme dans beaucoup de pays européens, on met l'accent en priorité sur l'éloignement des étrangers irréguliers dangereux. Typiquement, les clandestins qu'on met dans les centres de rétention administrative, ils sont à 90% connus pour des troubles à l'ordre public ou des condamnations pénales récentes, un quart sans même directement de prison. Donc c'est aussi une différence dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Romuald, comment on voit depuis les États-Unis cette politique migratoire européenne ? On entend encore récemment dire Donald Trump qu'il ne reconnaît plus la France, qu'il ne reconnaît plus l'Europe. Est-ce que c'est un sentiment partagé par les Américains ?
Écoutez, c'est là sans doute où je vais diverger avec votre invité. Je suis démocrate, je suis positionné à gauche, donc j'aurai une appréhension des problèmes migratoires sans doute différents. Néanmoins, pour les Américains avertis de ce qui se passe en France, oui, ils ont l'impression d'une immigration qui manque de régulation. Ce qui est vrai aussi, hein. À titre personnel, je pense que l'immigration est une nécessité pour les États-Unis économiquement parlant, mais aussi pour l'Europe. Par contre, évidemment, l'immigration illégale doit être régulée et les programmes d'intégration, surtout aux États-Unis, doivent être beaucoup plus structurés, ce qui éviterait le drame de l'ultra-communautarisme dans lequel aujourd'hui nous nous trouvons plongés. Néanmoins, pour la plupart des Américains, non, ils n'ont pas cette vision. C'est une vision à écouter Donald Trump. On a l'impression que c'est l'enfer et que la France est aujourd'hui gouvernée par la charia. Donc c'est assez excessif et une minorité d'Américains ont cette vision de l'Europe. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé vos opinions sur ce plateau. Nicolas Pouvremonti, directeur général de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci. Romuald Siora, également essayiste et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On va marquer une pause tout de suite. À suivre la suite de Regards croisés. On se penchera sur nos réseaux sociaux. De plus en plus de pays veulent interdire leur accès aux mineurs de moins de 15 ans. Vraie ou fausse bonne idée? On tentera de répondre à cette question dans notre séquence Grand Angle. Et puis nous serons en ligne également avec le capitaine et pilote de l'équipe israélienne de bobsleigh. Oui, il y en a une et elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques d'hiver. Elle sera avec nous dans la suite de Regards croisés. Restez avec nous. On revient dans moins de 5 minutes sur i24 News en français. À tout de suite. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Danse, musique et magie vous plongent dans l'histoire de Jérusalem. This is Jérusalem, une comédie musicale inoubliable où le passé et le présent se rencontrent. Bienvenue au cœur de la ville la plus convoitée au monde. This is Jérusalem, une expérience unique seulement au Kikara Musica. Réservez vos places dès maintenant sur thisisjerusalem.co.il. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamy Group, Real Estate Opportunities. Vous vous souvenez de cette époque? On entendait ça quand on allait sur Internet. On mettait 1 heure pour écrire un texto. Les téléphones à clapet étaient cool. Et on découvrait les forfaits illimités. Jusqu'à aujourd'hui, où on stream, on fait des stories, des tutos, des vocaux, des visios. Mais tout ça pour dire les mêmes choses. On en a vécu des choses ensemble depuis près de 40 ans. Chez SFR, on s'engage chaque jour pour nos 25 millions de clients. SFR, on s'engage pour vous.
Ils sont les premiers à répondre. Ils sauvent des vies jour et nuit. Qui sont ces femmes et ces hommes de l'urgence absolue? En exclusivité, i24 News vous ouvre les portes du Magen David Adom. Reportage inédit, témoignages bouleversants, invités engagés. Magen David Adom, la grande soirée. Un prime time exceptionnel sur i24 News. Rebonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur i24 News. Deuxième partie de Regard croisé avec notre grand angle de la semaine. Un grand angle consacré aux réseaux sociaux. Faut-il interdire TikTok, Instagram, X ou Facebook aux mineurs de moins de 15 ans? L'idée suscite de plus en plus d'intérêt. De plus en plus de pays font cette démarche. Tour d'horizon en images avec Déborah Benayoun pour ce grand angle. Dans la nuit du 26 au 27 janvier dernier, l'Assemblée nationale française approuve en première lecture la proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Une étape qualifiée de majeure pour le président Emmanuel Macron. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est ce que préconisent les scientifiques et c'est ce que demandent massivement les Français. Parce que le cerveau de nos enfants n'est pas à vendre, ni aux plateformes américaines, ni aux réseaux chinois. Parce que leurs rêves ne sauraient être dictés par les algorithmes. Le texte proscrit également l'utilisation des téléphones mobiles par les adolescents au lycée. Dans le détail, le texte prévoit que l'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de moins de 15 ans. Certaines plateformes éducatives et des messageries comme WhatsApp ne devraient pas être concernées par l'interdiction. Pour pouvoir appliquer cette mesure, les plateformes devront mettre en place un système de vérification d'âge aligné avec le droit européen. Dans le cas contraire, elles risqueraient des sanctions financières pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Mais pour le moment, ni les réseaux sociaux concernés, ni les modalités de vérification d'âge n'ont été clairement définies. Les autorités poussent pour une mise en application dès la rentrée scolaire 2026. Pour le gouvernement et le chef de l'État, il s'agit avant tout de protéger la santé des adolescents. La mesure se base sur les constats effectués dans un rapport remis par une commission d'experts en mai 2024. Il se dégage un consensus très net sur les effets négatifs, directs et indirects, des écrans sur le sommeil, la sédentarité, le manque d'activité physique et les risques de surpoids voire d'obésité, avec en cascade les pathologies qui en découlent. Cette interdiction s'inspire d'un autre pays qui a fait adopter sa législation en fin d'année dernière. Le 10 décembre 2025, l'Australie oblige de nombreuses plateformes à prendre des mesures pour empêcher l'accès aux jeunes de moins de 16 ans. Les plateformes ont désormais la possibilité d'exercer un contrôle accru en exigeant une pièce d'identité ou en recourant à un logiciel d'estimation de l'âge facial. En cas de non-respect, l'amende peut atteindre 49,5 millions de dollars australiens, soit 28,6 millions d'euros. Un mois plus tard, le Premier ministre fait un premier bilan. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer que cela fonctionne. 4,7 millions de comptes ont été supprimés, suspendus ou désactivés. Cela signifie que pendant ces vacances scolaires, les jeunes, au lieu de passer leur temps sur leurs appareils électroniques, ont fait du vélo, ont lu des livres, ont passé du temps avec leurs amis et leurs familles, ce qui fait une énorme différence pour eux. Cela a également permis aux parents d'avoir l'esprit tranquille. En Europe, outre la France, d'autres pays envisagent des mesures similaires, comme en Espagne, où un projet de loi est en cours d'examen. C'est aussi le cas en Italie. La Grèce et la Roumanie y réfléchissent également. Au Danemark, un projet de loi a été annoncé en octobre 2025. Il vise à interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, tout en laissant aux parents la possibilité d'autoriser leur usage à partir de 13 ans. La Norvège avait indiqué en 2024 vouloir imposer un âge minimum de 15 ans pour accéder aux réseaux sociaux, mais aucun calendrier n'a été précisé. En dehors de l'Europe, la Chine restreint l'accès des mineurs en 2021. Les moins de 14 ans ne peuvent passer plus de 40 minutes par jour sur Douyin, la version chinoise de TikTok. De plus, le temps de jeu en ligne des enfants et adolescents est limité. Ces restrictions sont rendues possibles par un contrôle strict de l'âge des utilisateurs. L'accès requiert un numéro de téléphone valide lié à un document d'identité. En cas de doute sur l'âge, une photo d'identité de l'usager peut être réclamée. Les États-Unis restent quant à eux divisés sur le sujet. Jusqu'à présent, les tentatives de limitation ont été attaquées devant les tribunaux fédéraux, en Floride ou encore dans l'Utah. Mais l'adoption d'une telle limitation permettra-t-elle véritablement de lutter contre le phénomène des addictions aux réseaux sociaux chez les jeunes ? Dans les faits, il reste plusieurs possibilités de contourner l'interdiction, et les jeunes ne se privent pas d'en faire usage, comme l'ont constaté les Australiens.
D'abord, ils peuvent utiliser un VPN, un réseau privé virtuel qui permet de contourner les blocages de sites web en simulant une connexion depuis un autre pays où l'accès aux jeunes serait potentiellement autorisé. Autre option, l'utilisation de l'intelligence artificielle qui permet de générer des photos de personnes adultes. Enfin, d'autres profitent de la tolérance de leurs parents. En effet, certains acceptent de prêter leur compte à leurs enfants, ce qui leur octroie un accès sans difficulté. Du côté des parents, les réactions sont contrastées. Certains soutiennent l'interdiction, compte tenu de la dangerosité des plateformes pour les mineurs, mais d'autres estiment qu'il s'agit d'une atteinte à leur liberté individuelle. Une telle interdiction pourrait même s'avérer dangereuse. En effet, si l'interdiction perdure jusqu'à 15 ans, les adolescents seraient donc autorisés à accéder aux plateformes dès 16 ans. Conséquence, ils pourraient se retrouver désarmés. Certains proposent donc une forme d'éducation au numérique pour mieux les préparer. Reste à savoir si les plateformes se prêteront effectivement aux exigences des différents États. Déborah Benayoun nous a rejoint en plateau. Bonsoir Déborah, on parlera tout à l'heure un peu plus longuement des réseaux sociaux. Avant ça, je vais me tourner vers nos deux nouveaux invités. Serge Titron, psychiatre, merci d'avoir été avec nous. Merci d'être avec nous. Grégoire Borst, professeur de psychologie et de neurosciences de l'enfant à l'université Paris-Descartes. D'abord, Serge Titron, concrètement aujourd'hui, est-ce qu'on observe un impact vraiment concret chez les ados qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux ? Alors, il y a beaucoup d'enquêtes qui montrent que les adolescents, les préadolescents vont très mal. Ça date pas de ces dernières années, ça date très précisément de la Covid, du confinement. Donc, le nombre d'hospitalisations, le nombre de prises en charge médico-psychologiques a explosé pendant la Covid. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles les jeunes peuvent être inquiets que les réseaux sociaux. Donc, la grande difficulté, c'est d'arriver à déterminer exactement quelle est la part des réseaux sociaux, mais aussi de savoir quels pourraient être les facteurs de protection, puisque tous les enfants utilisent les réseaux sociaux, tous ne les utilisent pas pour le pire de ce qu'ils peuvent porter. Les réseaux sociaux posent beaucoup de problèmes liés à leur modèle économique, qui encouragent des comportements répétitifs, addictifs, les terriers de lapin, comme on dit, de s'engager dans des activités qui peuvent pousser à la dépression, à l'anorexie. Mais en même temps, tous les mineurs ne sont pas touchés, et je regrette que les parents, qui sont les meilleurs éducateurs de leurs enfants, qui les connaissent, n'aient pas la possibilité, en dernier recours, de décider ce qui est bon pour leur enfant ou pas, comme le projet mené en Grèce et le projet mené au Danemark l'ont organisé. Grégoire Borst, je vais me tourner vers vous. On imagine que l'âge de 15 ans n'a pas été choisi au hasard. Pourquoi cet âge spécifique de 15 ans ? Une idée, c'est du doigt mouillé, c'est bien le problème. C'est-à-dire que quand vous savez comment se développe le cerveau d'un ado, l'hétérogénéité de cette période de la vie, puisque tous les adolescents ne rentrent pas en même temps dans la puberté, donc un adolescent de 15 ans qui est rentré dans la puberté à 14 ans, c'est pas la même chose qu'un adolescent de 15 ans qui est rentré dans la puberté à 8 ans. Donc c'est un peu aller vite en besogne, et puis surtout, bon, évidemment, j'abonde entièrement sur ce qu'a dit Serge, mais il y a aussi cet enjeu qu'on n'a pas du tout écouté la parole de l'adolescent. Enfin, c'est quand même des choses qui les concernent en premier lieu. Je rappelle qu'on a une convention internationale des droits de l'enfant qui dit que toute décision relative ou qui touche à l'enfant doit être discutée avec l'enfant et a fortiori avec l'adolescent. Et donc, on ne va pas régler grand-chose parce qu'à 15 ans, quand vous êtes exposé à du contenu non approprié, par exemple sur TikTok, des vidéos d'automutilation ou de promotion du suicide, c'est inacceptable à 13 ans, c'est inacceptable à 15 ans, et je vais même aller au-delà. C'est inacceptable à n'importe quel âge de la vie. Donc on se trompe de cible. L'enjeu, c'est la régulation de ces réseaux. Comment on régule ces entreprises privées et comment, effectivement, on obtient qu'ils n'utilisent pas le même type d'algorithme avec les mineurs et que surtout, ils passent leur travail. C'est-à-dire que comme ça devient quasiment des plateformes médiatiques, qu'ils aient les mêmes devoirs que les médias, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas n'importe quel type d'information et de vidéos circuler sur ces réseaux. Parce qu'on sait que c'est là le gros problème, c'est le contenu inapproprié qui pose problème et la problématique des algorithmes qui vont laisser les adolescents connectés très longtemps, ce qui va impacter leur sommeil et leur sédentarité. Là-dessus, il n'y a aucune discussion. On sait que c'est effectivement un des véritables enjeux et un des fléaux de ces réseaux. Donc si je vous comprends bien, Grégoire, pas une interdiction, mais il aurait plutôt valu peut-être une limitation, un contrôle plus des plateformes, c'est ça ?
Il faut que les gouvernements aient le courage, finalement, de s'attaquer à ces entreprises privées qui, effectivement, par un certain nombre, je dirais, de points, ne respectent absolument pas la santé des enfants et des adolescents. Mais Serge l'a très bien dit, c'est pas tous les enfants et les adolescents, ils sont pas masos, les ados. S'ils vont sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils y vivent, et d'ailleurs, ils vous le disent, des expériences positives. Ensuite, ça ne veut pas dire que l'utilisation de ces réseaux n'est pas un caractère aggravant par rapport à certains symptômes, ce qu'a très bien dit Serge, qui préexistaient évidemment à l'utilisation de ces réseaux. Donc il faut avoir du courage politique ici. Alors évidemment, la solution de simplicité, c'est l'interdiction, mais en fait, il faut aller au-delà de cette mesure simpliste et effectivement mettre une pression massive à l'échelle européenne sur ces plateformes pour qu'elles arrêtent d'utiliser effectivement un certain nombre de caractéristiques de leurs algorithmes qui posent réellement question pour la santé des adolescents. Serge Tisserand, je vais me tourner avec vous. Vous avez évoqué justement, on a évoqué ensemble la vie des adolescents. C'est vrai qu'on a essayé d'avoir un adolescent de 15 ans sur ce plateau, mais c'est assez compliqué. Est-ce que vous avez eu ce débat avec des patients à vous qui ont cet âge-là et qui sont concernés, ou même avec des parents d'ados qui sont concernés par cette réforme ? Oui, bien sûr. Vous savez, les adolescents ne grandissent pas tous à la même vitesse et, comme disait Grégoire, ils n'ont pas tous la même maturité au même âge. D'autant plus, il ne faut pas oublier que dans une classe, il peut y avoir des enfants nés en janvier, d'autres nés en décembre, il y en a qui sautent une classe. Donc tout ça va créer beaucoup de pagaille dans l'accès possible au réseau pour des enfants qui auront en fait la même maturité. Alors ce qui revient en effet quand on discute avec eux, c'est que souvent ils font valoir le fait que quand ils avaient 11, 12 ans, effectivement, ils n'auraient jamais dû aller sur les réseaux sociaux, ils n'auraient jamais dû avoir un smartphone avant 13 ans. Ils en ont eu un, ils sont allés sur TikTok et puis à 15, 16, 17 ans, ils considèrent qu'ils ont perdu leur temps, mais ils sont familiarisés avec les pièges des réseaux sociaux. Et surtout, s'ils sont accompagnés par des enseignants, par des parents, parce qu'il y a une grande inégalité sociale autour de l'accompagnement que l'école, malheureusement, ne rattrape pas, puisqu'elle ne fait rien pour l'éducation au numérique. Il n'y a aucune annonce dans ce sens-là. Donc, les enfants qui ont pu être accompagnés font cette découverte plus vite que les réseaux sociaux. C'est un piège. Ceux qui ne sont pas accompagnés le découvrent plus tard, voire ne le découvrent pas. Mais en tout cas, pour compléter ce que dit Grégoire, la législation européenne, elle est fondamentale. Comme disent l'Australie, c'est 25 millions d'habitants. L'Europe, c'est 450 millions. Quand on a 450 millions d'utilisateurs, c'est plus facile d'imposer des contraintes aux réseaux sociaux que quand on en a 25 millions. Mais en plus, s'il n'y a pas une éducation au numérique, et rien n'est dit là autour, il est bien évident que tous les pièges dans lesquels tombent les ados aujourd'hui, ou les pré-ados à 12, 13, 14 ans, ils vont y tomber quand ils auront 15 ans. Et en plus, n'oublions pas que rien n'est dit non plus autour des pièges de l'intelligence artificielle. C'est comme si tout d'un coup les réseaux sociaux étaient pointés comme la cause principale du malaise des jeunes, ce que rien ne démontre. Et en plus, une autre cause de préoccupation arrive, l'intelligence artificielle, mais celle-là est poussée par le gouvernement, et donc pas question de la mettre en cause. Haro contre les réseaux sociaux, et effectivement, ils sont coupables de beaucoup de choses, mais rien sur l'intelligence artificielle et les chatbots que de plus en plus d'adolescents utilisent comme conseillers affectifs, comme psychothérapeutes, avec des risques considérables d'isolement, plus grands, et de manipulation, plus grands encore qu'avec les réseaux sociaux. Grégoire Bors, justement, c'est cette question des fake news sur les réseaux sociaux, de l'IA, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, tout comme l'accompagnement éducatif. Alors, si ça ne se fait pas à l'école, ça doit se faire à la maison. On a eu ce débat dans des dîners de Shabbat à la maison sur ce que les neveux pouvaient voir ou pas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des parents d'adolescents aujourd'hui avant même l'application de cette loi? C'est le contrôle parental, jusqu'où le pousser? Non, mais évidemment, les meilleurs observateurs, et ça je le disais très bien, du développement d'un adolescent, c'est les parents. Donc, converser sur ce que les adolescents font sur les réseaux, de poser leur la question. On a plein de fantasmes sur ce qu'ils y font, et en fait, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on leur pose la question de ce qu'ils ont fait à la fin de la journée, à l'école, généralement, ils nous répondent pas, mais on leur demande jamais ce qu'ils ont fait sur leur vie en ligne, et c'est effectivement un enjeu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Quelles difficultés ils ont pu traverser? Qu'est-ce qui a été difficile pour eux de comprendre, finalement? Et puis, il y a effectivement cet enjeu qui, effectivement, est plus inquiétant, puisqu'on a un certain nombre de données dans notre laboratoire qui montrent que
chez les jeunes adolescents, c'est très difficile pour eux de faire la part des choses entre ce qui relève de vraies et de fausses informations, notamment a fortiori parce qu'ils ne s'informent pas tout à fait comme nous. Ils sont peu finalement connectés avec des comptes de médias traditionnels, et ce qui veut dire qu'ils sont plus à risque d'être exposés à des fausses informations. Et là, je crois qu'il y a un enjeu en tant que parent de dire il faut que nos ados se connectent à beaucoup de médias traditionnels, parce que c'est une très bonne façon d'avoir dans son fil finalement des informations véridiques qui remontent, ou en tout cas des infos qui ont été vérifiées. Et puis on peut leur donner quelques conseils, par exemple d'aller dans les propriétés et les spécifications de leur algorithme. Ils peuvent changer beaucoup de choses. On peut changer par exemple le type de présentation des informations, que ce soit pas basé uniquement sur nos préférences, mais par exemple sur un ordre chronologique. C'est déjà une façon d'éviter, comme le disait très bien Serge, ces bulles de filtre, le fait d'être enfermé finalement dans une vision du monde très restreinte, qui est celle partagée par notre réseau social. Et ça, je crois que c'est un véritable enjeu, et ça, c'est de l'éducation au numérique, et bien sûr dans les familles, mais nous rappelons aussi que ça, c'est le rôle de l'école. Oui. C'est-à-dire que le véritable enjeu de l'école aujourd'hui, c'est l'éducation au numérique, parce que l'endroit qui est sécurisé, dans lequel on peut effectivement faire ce développement du sens critique, c'est bien l'école. Et je rappelle quand même, dans certains systèmes, ça commence dès la maternelle, par exemple en Finlande. La France devrait prendre exemple sur ce type de pays. Sur ça et sur bien d'autres sujets a priori. Merci beaucoup à tous les deux. Serge Citron, psychiatre, d'avoir été avec nous. Grégoire Borst, professeur de psychologie et des neurosciences de l'enfant à l'université Paris-Descartes. Merci d'avoir été en direct avec nous sur i24 News en français. Pour conclure ce chapitre consacré aux réseaux sociaux, je vais me tourner vers vous, Déborah Benayoun. Vous nous emmenez aux États-Unis avec une proposition de l'administration Trump qui fait grincer des dents. Certains touristes pourraient bientôt devoir fournir l'historique de leurs activités sur les réseaux sociaux pour simplement rentrer dans le pays. Et oui, et sur les 5 dernières années, c'est important de le préciser, la proposition concernerait les voyageurs venant de pays qui bénéficient de ce qu'on appelle le programme d'exemption de visa. Ils devraient alors fournir des informations personnelles supplémentaires lors de leur demande électronique. C'est le fameux système ESTA qui permet donc de se rendre aux États-Unis pendant 90 jours sans visa. Il y a 42 pays qui sont concernés, notamment la France, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, Israël, mais aussi le Qatar. Alors pour le moment, les visiteurs doivent fournir des informations comme leur passeport, leur date de naissance et tout antécédent judiciaire. Et dans le cadre de cette nouvelle proposition, eh bien là, ils devront fournir l'historique de leurs réseaux sociaux et les adresses électroniques qu'ils ont eues au cours des 5 dernières années, mais aussi les noms et les dates de naissance des membres de familles proches, avec les lieux de naissance, les adresses et les numéros de téléphone, là aussi au cours des 5 dernières années. Le département d'État aurait déjà donné pour instruction aux ambassades et aux consulats d'examiner attentivement les demandes de visa étudiants pour détecter, je cite, toute attitude hostile envers nos citoyens, notre culture, notre gouvernement, nos institutions ou encore nos principes fondateurs. Et selon ces directives, eh bien, les candidats sont tenus de rendre leur profil public. Alors évidemment, ils peuvent toujours choisir de ne pas répondre, mais selon les autorités douanières, eh bien là, si un demandeur ne répond pas à la question ou ne possède tout simplement pas de compte sur les réseaux sociaux, la demande ESTA peut toujours être soumise, je cite, sans interprétation ou conclusion négative. Donc l'absence d'historique sur les réseaux sociaux, eh bien, ça peut tout simplement être considéré comme un facteur négatif. Il faut quand même préciser pour le moment que la proposition reste ouverte aux commentaires du public jusqu'au 9 février prochain. Alors donc pour l'instant, cette mesure n'est pas en vigueur, mais si elle est mise en œuvre, elle pourrait coûter cher aux États-Unis. Eh bien oui, notamment sur le plan touristique, parce que des millions de voyageurs pourraient renoncer à se rendre dans le pays si cette politique concernant les réseaux sociaux devait être appliquée. Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme, le secteur pourrait perdre plus de 15 milliards de dollars. On parle tout de même de 4,7 millions d'arrivées internationales en moins, ce qui représente 23% de touristes en moins en provenance de ces fameux pays ESTA. Il faut savoir que cette proposition intervient alors que les États-Unis font déjà face à une baisse du nombre de touristes internationaux, et tout cela pourrait avoir un effet dissuasif, notamment sur les événements phares de cette année, notamment la célébration du 250e anniversaire des États-Unis, mais aussi la Coupe du monde de football. Merci beaucoup, Déborah Benayoun. Avant de refermer cette édition, place tout de suite au clin d'œil de la semaine. À direction Milan, où se déroulent les Jeux Olympiques d'hiver, une délégation israélienne sera présente sur place, avec notamment l'équipe de bobsleigh. C'est la première fois que cette équipe se qualifie pour les JO, et nous sommes en ligne avec A.J. Edelman, capitaine de cette équipe. Bonsoir, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous avoir. Comment vous vous sentez à quelques jours de l'ouverture de ces JO ?
Je me sens fier. Ce qu'Israël est en train de faire est incroyable. À chaque fois qu'on parle de ce que l'équipe a fait, c'est finalement parler de ce qu'Israël a fait. Parce que ce qui nous motive, ce pourquoi on a fait ça, c'est Israël. Je pense que personne, avec toutes les difficultés que nous traversons, avec la difficulté d'être une équipe israélienne dans le bobsleigh, ce qui est un défi à cause de la logistique, personne ne ferait ce que l'on a fait si ce n'était pas pour Israël. Je pense qu'il n'y a aucun pays au monde pour lequel on serait aussi motivé à faire tout ce que l'on a fait. Donc je suis vraiment très fier. L'une des choses les plus compliquées dans les JO d'hiver, c'est de battre un pays qui a l'habitude. Quasiment tous les pays qui participent ont l'habitude de participer. Dans ces JO, et ceux d'avant, et ceux encore d'avant, beaucoup avaient déjà beaucoup de participation à leur actif. Chaque année, c'est encore plus difficile de se qualifier car le nombre de qualifiés se réduit. Donc seuls les plus forts peuvent avoir une place. Et donc Israël s'est qualifié. Je crois que c'est une grande victoire pour le pays. Alors cette qualification, évidemment, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est le fruit de plusieurs années de travail. C'est une aventure qui a commencé il y a 12 ans avec le rêve de qualifier l'équipe israélienne pour les Jeux Olympiques. Ça a toujours été le seul et unique rêve. Quand je me suis qualifié pour le skeleton en 2018, c'était juste une étape. C'était le tremplin pour s'assurer que l'équipe se qualifie en bobsleigh ensuite. Je me suis dit à cette époque qu'il était très compliqué de recruter des coéquipiers, d'obtenir des sponsors et des financements. Donc pour qualifier l'équipe israélienne de bobsleigh, on devait faire quelque chose de doublement impossible, quelque chose qui n'avait jamais été fait par Israël jusqu'à présent. C'était de qualifier Israël à 2 Olympiades, dans 2 sports différents. Donc la première qualification était le skeleton. Cela a aidé à mieux appréhender la conduite du bobsleigh, à gérer la pression. Et l'étape d'après, c'était la qualification pour le JO. Donc ça a commencé en 2014 et nous voici donc en 2026. Alors, bobsleigh et Israël, dans la même phrase, ça peut surprendre certains. On ne va pas vous comparer à Rasta Rocket, évidemment. Vous êtes des professionnels, vous vous êtes entraînés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le bobsleigh et Israël? Comment c'est né? Où est-ce que vous vous entraînez, par exemple? Il n'y a que 15 pistes d'entraînement de bobsleigh au monde. La plupart des gens disent que ça n'a aucun sens qu'Israël est une équipe dédiée au bobsleigh. Presque aucun pays qualifié n'a de piste d'entraînement de bobsleigh. Ça coûte $150 000 de construire une telle piste. Vous avez une piste d'entraînement seulement quand vous êtes le pays hôte des JO d'hiver. Donc l'un des pays les plus forts, c'est l'Allemagne. Et ils ont un énorme avantage car ils ont 4 pistes d'entraînement. Alors où s'entraîne-t-on ? Eh bien, on s'entraîne là où tous les pays s'entraînent. Ça se passe à New York, en Utah. C'est réparti sur 3 continents, l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on a 3 pistes. Il y en a 10 en Europe et 2 en Asie. On s'est surtout entraîné en Amérique du Nord, car rien que la construction d'un bobsleigh, c'est $10 000. Donc, on en est resté là. Alors, j'ai regardé votre conférence de presse à Edgy. Vous étiez très ému quand vous avez évoqué le sentiment que vous aviez en représentant Israël. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce soir? Je crois que personne, il n'y a aucune équipe qui fonctionne comme la nôtre. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de soutien institutionnel. Tout est autofinancé depuis 12 ans. Et cela incombe aux pilotes de tout faire, que ce soit le recrutement des athlètes, la collecte de fonds, le sponsoring, etc. Vraiment tout. Donc, c'est un travail d'arrache-pied. J'ai dédié toutes les fibres de mon être à cela depuis 12 ans. Donc forcément, c'est beaucoup d'émotions pour moi. Mais je suis aussi très ému parce que je sais que cette qualification pour les JO va rester dans l'histoire. Personne ne saura qui je suis, grâce à Dieu. Je crois que les JO sont merveilleux car il n'y a votre nom sur rien. Personne ne se souviendra de mon nom, ce qui est très bien. Mais ils se souviendront qu'Israël a participé aux JO d'hiver en bobsleigh. C'est vraiment émouvant pour moi de faire partie de cela, ou au moins d'avoir réussi à accomplir cela. J'ai été très ému en conférence de presse parce qu'il y avait tellement de choses à faire pour l'équipe, du matin au soir, 7 jours sur 7, et c'était la première fois que je réalisais que ça y est, on l'avait fait. Même après la qualification, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était comment on va envoyer notre équipement en Europe. Qu'est-ce que l'on doit faire encore? Il y avait tellement de choses à faire avant le début des JO. Et encore une fois, Mazel Tov à vous, à votre équipe. Est-ce que pour ces Jeux Olympiques 2026, vous vous êtes fixé un seul objectif ou plusieurs objectifs même?
Oui, mon premier objectif, c'était que cette équipe porte des valeurs, représente quelque chose. C'est le symbole de l'excellence israélienne et d'un accomplissement véritablement historique dans les sports d'hiver. L'objectif était d'y arriver, pas juste parce que c'était important. Mais je pense que certains d'entre vous vont nous demander à quelle place on va finir. Eh bien, je pense que nous finirons dans le top 20, dans les finales olympiques. Mais se qualifier pour le bobsleigh olympique, d'avoir réalisé cela, c'est quelque chose de tellement grand. Cela veut dire que vous faites partie des 28 meilleures équipes au monde. Et la plupart de ces 28 sont des pays d'Europe du Nord ou de ce type de région. On est l'une des meilleures équipes de bobsleigh au monde. Et c'est quelque chose qui, j'espère, inspirera des gens. Qu'un enfant chez lui se dira « Waouh, ils vont faire cela avec presque rien ». Ils sont venus de nulle part et ils ont réussi à faire cela. Alors peut-être que moi aussi, je peux réaliser mes rêves. Donc ça a toujours été l'objectif, que quelqu'un nous voie et que cela puisse peut-être avoir une influence sur notre vie. Dernière question, parce que je sais que vous avez encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous avez un message pour les francophones qui nous regardent ici, en Israël, en Europe ou au Canada ? Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Si vous avez la motivation et les bonnes personnes autour de vous, on peut faire tout ce que l'on veut, surtout Israël. Je suis tellement fier de ce qu'Israël a accompli. Cette équipe doit vraiment être le symbole que tout est possible. Et nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir accordé quelques minutes. Aïdji Hellman, donc capitaine de cette équipe. Je rappelle aussi les noms de vos coéquipiers, Menachem Chen, Ward Fawarnesh, Omer Katz et Uri Zisman qui seront avec vous. Et le petit chien Loulou aussi, c'est un Sheba Beatzlacha à vous tous. C'est la fin de cet épisode de Regard Croisé. Merci de l'avoir suivi. Merci à celles qui m'ont guidé dans la préparation de cette émission. Déborah Benayoun, Sarah Seban ou Chana de Paz en régie. Je vous retrouve dans moins de 5 minutes depuis le grand studio i24 News pour une soirée spéciale consacrée au Magen David Adom. Nous vous emmènerons dans les coulisses de cette organisation qui n'a qu'une seule mission, sauver des vies, quelles qu'elles soient. Un héros du Magen David Adom, Oz Ocampo, nous racontera également son histoire bouleversante. Il a été très grièvement blessé à Gaza, s'en est sorti et reparti dans les ambulances du Magen David Adom. Il a même trouvé l'amour. Une histoire que l'on vous raconte dans une soirée spéciale qui commence dans 4 minutes sur i24 News. À tout de suite.